C'est l'heure des Jeux de Paris. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Bonsoir Silver-Henri Cissé. Bonsoir. Notre consultant olympique pendant toute la durée de ces Jeux. Et bonsoir Thomas Samut, vous êtes le préparateur mental de Léon Marchand, entre autres, puisque vous êtes également, vous travaillez aux côtés du Stade brestois, qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. On va commencer par prendre la direction, messieurs, tout de suite du Club France. Clovis Casali est sur place, accompagné et entouré de milliers de supporters, tous rivés évidemment devant leur écran géant, Clovis, puisqu'il y a un match en cours. La France qui dispute en ce moment même la finale du tournoi masculin de football face à l'Espagne. Elle était menée 3-1, elle est revenue au score juste avant la fin du temps réglementaire et on est actuellement en prolongation. Exactement, je peux vous dire que le club français est plein pour voir cette finale. La France qui affronte l'Espagne. Il y a 25 000 personnes ici, énormément de monde. Regardez derrière moi, énormément de monde, les yeux rivés sur l'écran. Et c'est l'ascenseur émotionnel, Benoît. Car en effet, les Français sont bien revenus, les Bleus. Et puis les Espagnols ont marqué en prolongation. Et donc il y a pour l'instant 4-3 et les Bleus cherchent avant tout absolument à revenir pour pourquoi pas aller à une séance de tir au but. Je peux vous dire que les gens ici sont un petit peu nerveux. Il y a eu énormément d'applaudissements, énormément de joie au moment de l'égalisation. Et puis pour l'instant, les gens attendent donc un but des Bleus, bien évidemment. Je vais vous laisser parce qu'il y a un match qui attend. Ne bougez pas, Clovis, on vous rejoint un petit peu plus tard dans l'émission. Thomas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui peut se passer dans la tête de ces joueurs-là? La préparation mentale, aujourd'hui, elle est complètement intégrée à la préparation physique d'un joueur, d'un sportif de haut niveau. Elle commence. On est au balbutiement de la préparation mentale. Et on en voit les bienfaits parce qu'aujourd'hui, les sportifs témoignent en fait la progression. Et le foot commence à s'ouvrir aussi à la préparation mentale. Donc moi, j'ai la chance d'avoir travaillé avec l'OGC Nice et là, depuis 2 ans et demi avec le Stade brestois. Et c'est vraiment hyper sympa de pouvoir travailler conjointement aussi avec les entraîneurs pour mettre en place tout un process. Ce qui est extraordinaire avec cette équipe de France, c'est qu'elle a su se relever dans cette rencontre, parce qu'elle est face à une équipe d'Espagne qui est supérieure à elle. Et on l'a vu lors de cette première mi-temps, avec en 10 minutes 3 buts, Baena et Lopez qui étaient extraordinaires, un coup franc exceptionnel, mais en face, il y avait l'esprit de groupe qu'a créé Thierry Henry. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur cet esprit de groupe? Est-ce que c'est celui-ci qui a permis justement de revenir à 3 partout et d'aller en prolongation? Certainement. Alors, je ne suis pas dans le staff technique, mais on sent qu'il se passe quelque chose dans cette équipe et qu'il y a une cohésion. Et moi, je travaille à Bradley Loco, qui est au Stade brestois et dans cette équipe, qui me dit qu'il se régale tous les jours, même si lui est plutôt sur le banc parce qu'il est plus jeune. Et voilà, je sais qu'il y a une très 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 bonne équipe et surtout, on ne se rend pas compte de l'effervescence qu'il y a dans l'enceinte. Parce qu'il y a une grosse différence, je trouve, entre les matchs du samedi où ce sont plutôt des connaisseurs qui viennent au match et puis si l'équipe joue mal, s'il y a un faux geste, des techniques qui ne sont pas à l'auteur. Qui est plus intransigeant. Ouais. Là, ils s'en fichent, ce qu'ils veulent voir, c'est complètement, c'est la joie, on les encourage, quel que soit le score. Ils en parlent tous, les athlètes, justement, de cet esprit un peu dans les différents sites. Et pendant toute la quinzaine, c'est cet esprit un peu Coupe Davis qu'on retrouve. Et ça fait un bien fou pour les athlètes. C'est qu'il n'y a pas d'attente. C'est qu'ils peuvent terminer 5e, comme on voit en athlétisme, et il y a toujours cette effervescence autour d'eux, cet engouement, et ça ôte d'un poids. Franchement, parce que si on a un public qui s'attend que à la médaille, mais ça franchement, à vivre, c'est quand même compliqué pour le sportif. Là, c'est pas du tout le cas. Et alors justement, le compteur de médailles, il a été débloqué très vite pour l'équipe de France. Ça les a sans doute aussi, la délégation, les membres de la délégation française, libérés d'un poids, tout simplement, parce qu'il y avait cette pression d'organiser les Jeux à la maison, forcément. Grosse pression. Et en fait, on n'avait pas de référentiel. On allait un peu à l'aveuglette. Et je pense qu'au tout début, les athlètes ne s'attendaient pas au public qu'ils allaient avoir. Je pense que ça leur mettait une pression. Et quand ils ont vu avec le début des compétitions de natation que c'était la joie, mais que le public incarnait cette joie, je pense que ça a libéré
les sportifs. Et je pense sincèrement que le meilleur coach ou le meilleur entraîneur mental aujourd'hui, c'est le public. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a autant de médailles. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de référentiel. Prenons votre cas. Vous n'aviez pas de référentiel, c'est-à-dire que vous avez travaillé quasiment au jour le jour, au quotidien ? J'ai pas de référentiel parce qu'en fait, on n'avait jamais vécu ça auparavant. Oui. C'est qu'on, honnêtement, même moi, je me doutais pas qu'on allait avoir un tel engouement pour les sportifs. J'ai l'impression qu'on allait à Paris et que le public allait être un peu ronchon, que si on gagnait pas tout, ils nous dire ils sont nuls. Et c'était pas du tout ça. Et franchement, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, avec Florent Manodou, avec Léon Marchand, ça ôte une grosse pression, la mauvaise pression, j'ai envie de dire. Et c'est Nicolas Batum qui le disait hier après la victoire des basketteurs français, qui disait que finalement, les victoires dans les autres disciplines les ont amenés à se mobiliser aussi, à se dire on ne doit pas rester sur le côté du chemin, nous on a aussi notre histoire à écrire, et ils ont été entraînés aussi par cette vague. C'est exactement ce qui se passe. Donc en fait, ce sont toutes les équipes de France qui sont entraînées dans le sillage grâce au public. À part la natation, quand vous regardez tout ce qui s'est passé pendant ces Jeux Olympiques et là maintenant, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous retenez pour le futur et pour plus tard? Moi, ce que je retiens avant tout, c'est des Jeux Olympiques exceptionnels. Moi, je sais pas, ça doit faire mes 4e Jeux Olympiques. J'ai jamais vu un tel. Même à Londres. À Londres, c'était fort quand même. À Londres, c'était fort. Mais je sais pas, comme c'est chez nous, ça apporte quelque chose en plus. Et je peux pas m'empêcher de penser qu'avec toutes ces équipes de France, si les Jeux en 2024 avaient été par exemple à Londres, il n'y aurait pas eu autant de médailles. J'en suis quasiment intimement convaincu. On le voit, c'est toutes les équipes, surtout collectives. Ouais. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un peu plus simple d'aborder une grosse épreuve comme les Jeux Olympiques dans un sport collectif qu'un sport individuel. Il y a tellement d'enjeux, et puis les sports individuels, c'est souvent l'épreuve reine. Enfin, les Jeux, c'est une consécration. Et là, on voit une forme d'invincibilité. Et moi, j'ai l'impression que pour les finales des sports olympiques, mais je vois un triomphe total des... Il y a quelque chose d'un peu surréaliste, un peu comme le dernier week-end à Tokyo avec les Sport Co. On est en train de vivre quasiment la même chose. Je vous donne l'évolution du score quand même. Ça n'a pas bougé au Parc des Princes, toujours 4-3 pour les Espagnols. Mais c'est vrai qu'on est en train de vivre un week-end peut-être aussi doré qu'à Tokyo, quoi. Ouais, je pense que là, franchement, le week-end qu'on va passer, il va être énorme, en tout cas pour les sports. Les Jeux jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Je pense. Prenons l'équipe de France de football, là, qui en ce moment est dans la prolongation contre l'Espagne. Le contrat est rempli. C'est-à-dire que même avec une médaille d'argent, tout va bien, ça fonctionne. Complètement. Même pour Thierry Henry. Ouais. Surtout pour Thierry Henry. Parce qu'il avait quand même pas mal de pression par rapport à sa carrière d'entraîneur, où ça avait été un peu moyen, on va dire. Là, en fait, il fait taire les détracteurs. Il a réussi à faire quelque chose quand même avec une équipe... avec les outils mis à sa disposition. Exactement, très peu d'outils. Et je pense que le public n'en tiendra pas rigueur. Et ça va se poursuivre pour vous, parce qu'il y a Brest, Coupe d'Europe, le championnat, ça va se poursuivre, non ? On va voir tout ça. J'ai besoin de garanties aussi sur l'avenir. Sur l'équipe. Et sur avec les départs, les arrivées. Et avec Léon Marchand. Léon, on va continuer. Et puis avec Florent Manodou, je pense qu'il a encore envie de continuer parce qu'il est. Ah bon ? Ouais. Ouais. Parce que il s'est jamais autant épanoui qu'en ce moment. Et je le vois pas arrêter comme ça, même sur une bonne note. Je pense qu'il a encore envie de continuer 1 an. Et puis après, on verra. Je pense qu'il va prendre étape par étape, mais je le vois bien. Vous voulez dire que Benoît et moi, nous sommes d'accord, il faut qu'il continue ? Bien sûr. Il y a déjà 2 voix. Mais bien sûr, vous avez entièrement raison. Et 3, on est tous d'accord. Voilà. Merci Thomas Samut d'avoir prolongé un petit peu votre présence ici à France 24. On vous laisse filer. On sait que vous avez un programme évidemment très chargé. Et d'autres interviews à suivre. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. On va parler athlétisme tout de suite, Sylvain Henry. Avant-dernière soirée au Stade de France.
première info, allez-y, vous pouvez passer, restez pas devant la caméra, mais vous pouvez y aller, Thomas, il n'y a pas de souci. Merci et à bientôt. Première info, la finale du 400 femmes, victoire de la Dominicaine Marie-Lady Paulino en 48-17. Le tour de piste record olympique devant la Qatari Ed Nasder et la Polonaise Kasmarek. Le podium en moins de 49 secondes. C'est allé très vite cette finale. Alors là, elle a fait démentir les athlètes qui jusqu'à présent disaient que c'était une piste qui était assez lente. Pourquoi ? Parce qu'elle a battu le record vieux de 28 ans de Marie-Josée Pérec sur cette distance, 48-17. Et je crois que la seconde donc, est en dessous de 49 secondes aussi. C'était une série, une finale très dense. Et 48-17, c'est vraiment extraordinaire. Donc Marie-Josée Pérec, qui devait être certainement dans le stade, qui a dû regarder avec une petite larme. Voilà, son record tombé. Non, c'est une très belle finale, une très belle athlète. Avec la Dominique, parce que c'est une Dominicaine qui remporte donc sa deuxième médaille d'or. Petite délégation, 4 athlètes, 2 médailles d'or. Elle était porte-drapeau de cette délégation. Donc pour la Dominique, c'est vraiment tout bénef. Allez, le relais 4x100 hommes, on avance, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, Sylvain Henry. Le Canada qui remporte le relais 4x100 chez les hommes devant l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne. Les Américains disqualifiés parce qu'ils ont fait un premier relais catastrophique, un premier passage de relais catastrophique. C'est le problème des Américains. Chaque fois aux Jeux Olympiques, ils ne travaillent pas, malheureusement. Vous me disiez, on ne travaille pas le passage des relais aux États-Unis. Non, ils considèrent qu'ils se retrouvent juste avant la course. OK, toi, on est 4, on passe. Ils ne travaillent pas le passage de relais. Et là, encore une fois, c'est une catastrophe. Ils sont disqualifiés. Les Français 6e qui ont longtemps fait la course pour un podium. Oui, mais ils avaient le 9e temps, vous savez, en série. Donc, c'est tout à fait normal. Ils sont à leur place. Non, je trouve que le Canada... c'est plutôt chouette de voir les vieux grognards, puisque c'est une équipe presque de trentenaires qui l'a remporté. Oui. Donc le Canada est à sa place et c'est toujours une très belle course. Dommage pour le 4x100. En tout cas, ils sont en finale et c'est très bien pour le 4x100 français. Et les Américaines qui remportent leur relais 4x100. Logique, avec des finisseuses comme Thomas, comme Richardson. Il n'y a pas de surprise. Ce sont les 2 meilleurs sur 100 mètres et 200 mètres sur l'ensemble de la saison, surtout avec une Gabrielle Thomas qui était en 3e relais. Donc très bien pour les Américaines, rien à redire là-dessus. Bravo, là aussi, une très belle course. Et la France, donc, à la plus mauvaise place, 4e derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Avec Gemina qui a fait une deuxième longueur qui était vraiment extraordinaire, mais elle n'avait pas le niveau, en tout cas sur l'ensemble de l'équipe, pour pouvoir concurrencer les Américains. Et toujours pas de podium pour la Jamaïque sur ce relais-là ? On est dans un... Alors, il y a 2 choses. Je pense qu'il y a un trou de génération. Je crois qu'ils ont trop tardé avec des athlètes qui, en tirant comme Shelley Fraser, alors qu'ils auraient dû peut-être faire pousser les jeunes qui étaient derrière. Et deuxièmement, ils ont de gros problèmes dans la fédération, des problèmes de gestion administrative. Je crois que c'est une fédération qui est un peu en crise en ce moment. Il va falloir qu'ils se relèvent pour Los Angeles 2028. Et pourtant, Jean-Claude Perrin, coach Perrin, qui nous disait cette semaine qu'il y a un vivier toujours présent en Jamaïque. Oui, mais si vous n'avez pas la structure, si vous êtes engoncé avec des vieux qui sont là et qui ne veulent pas pousser, avec des entraîneurs qui ne veulent pas donner leur chance à des petits jeunes. Vous savez, par exemple, si vous prenez le 4x400 ce matin aux États-Unis, américains ce matin, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné leur chance à un petit jeune de 16 ans. Qui a pas été bon. Et c'est ses copains qui l'ont rattrapé. Mais c'est ça, l'athlétisme. À un moment, il faut mettre ces petits jeunes sur le terrain, sur le tartan, pour qu'ils sentent la compétition et pour les pousser. De l'expérience. Exactement. Et ils n'ont pas fait ça, les Jamaïcains. Et ils ne l'ont pas fait. Voilà pour l'athlète, on passe au basket, puisque les Françaises doivent valider leur place en finale pour espérer s'offrir, comme à Tokyo, un dernier week-end doré. Les basketteuses françaises opposées, donc à partir de 21h, ce sera face à la Belgique. Des Belges qui les avaient battus, on s'en souvient, il y a un an en finale de l'Euro. Des adversaires à ne surtout pas prendre à la légère. Oui, parce qu'ils ont certainement la meilleure joueuse au monde, Nesman, à l'intérieur. C'est le Golgoth, c'est la LeBron James au féminin. Ce sera très dur pour les Françaises. Mais les Françaises qui ont quelqu'un qui est à la tête de cette équipe, qui, à mon avis, on lui doit beaucoup. Il s'agit de Jean-Aimé Toupane, le sélectionneur. Souvenez-vous, il avait écarté l'année dernière. Impassible. Mais souvenez-vous, il prend des décisions qui sont surprenantes. Souvenez-vous, l'année dernière, il écarte Marine Johannes. Il écarte en disant non, puisqu'elle va faire sa préparation aux États-Unis, elle va jouer avec la WNBA, je veux qu'elle soit là, elle ne peut pas être là, donc je l'écarte. Il a écarté Sandrine Gruda, la meilleure marqueuse de l'équipe de France, meilleure marqueuse de tous les temps en France. Il l'écarte alors que c'est aussi un Golgoth. Il a voulu créer un esprit de groupe. Quand il était arrivé à la tête de cette sélection aussi, c'était très surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à lui. Il écartait Valérie Garnier qui avait remporté 6 médailles en 9 campagnes internationales. Tout le monde était surpris. Est-ce qu'il va réussir ? Eh bien, c'est tout simplement son parcours qui nous le prouve. Il est en finale. Certainement, contre les Américaines, je n'ai pas suivi la fin de Australie-États-Unis, mais vu l'écart, c'est les Américaines qui seront en finale. Donc peut-être qu'il pourrait créer la surprise avec cette équipe de France, qui est une très très belle équipe de France là aussi. Très beau collectif. Très belle équipe, très solide effectivement. La médaille du jour, elle est en bronze.
décroché par les frères Lebrun, notamment ici Mongosi en tennis de table, victorieux face au Japon 3-7-2. Au bout du suspense, ils ont 17, 20 et 29 ans et incarnent la relève du tennis de table tricolore qui aura dû attendre 24 ans pour trouver des successeurs à Jean-Philippe Gatien et Patrick Schilla. Eux aussi montés sur la 3e marche du podium. C'était à Sydney en 2000 en double messieurs. Cette performance remarquable qui vient clore en beauté une quinzaine à la hauteur des attentes. Sylvain Henry qui a d'abord vu Félix Lebrun décrocher le bronze dimanche dernier en individuel. Moi, ils m'ont vraiment impressionné, ces deux petits jeunes, les deux frères Lebrun, parce qu'ils n'ont que 17 ans. Et avec un aplomb, ils ont participé à cette série donc, de ping, comme ils disent, avec beaucoup d'aplomb. Mais en face, il y avait les Chinois qui étaient inaccessibles. Une médaille de bronze, encore de très, très belles chances. Ils se procèdent déjà sur Los Angeles 2028. Quand je dis encore de très, très belles chances, parce qu'ils sont déjà à 2028. Et à 17 ans, eh bien, nous avons des jeunes qui peuvent rester, aller encore, on va dire, Trois Jeux Olympiques, Trois Jeux Olympiques, oui, c'est possible. Los Angeles, Brisbane, et ensuite pour le reste, on ne sait pas où ça se déroulera pour l'instant. Allez, on part au Club de France qui va donc vivre son dernier week-end olympique, mais on le retrouvera, on l'espère, et avec autant de supporters et avec la même ambiance pour les Jeux paralympiques à partir du 28 août. Clovis Caselli, vous êtes sur place, on vous retrouve. La France qui a donc vibré en fin d'après-midi pour cette finale entre la France et l'Espagne. Ça vient de se terminer. La médaille d'or est espagnole. Ouais, cruelle désillusion pour les hommes de Thierry Henry. Et je peux vous dire qu'ici au Club France, il y a 25 000 personnes. Le Club France est plein et beaucoup de déception, mais des sourires quand même, car les supporters savent qu'ils ont vécu un beau match. Et il y a d'autres échéances à venir, forcément. Mais en effet, déception pour les supporters français qui ont vraiment cru jusqu'au bout. Les Bleus qui sont revenus à 3-3. Finalement, les Espagnols qui marquent en prolongation et qui rajoutent un but pour mener 5-3 lorsque les Bleus étaient tous partis à l'abordage. Vous êtes allé à la rencontre aussi cet après-midi de ces supporters, Clovis. Ce n'est pas encore l'heure du bilan, mais on s'en rapproche petit à petit. Quelles sont les images qu'ils retiennent de ces Jeux? C'est la question notamment que vous leur avez posée à ces supporters, à ces familles qui se massent depuis maintenant plusieurs jours au Club France. C'est à 21h, à 20h57, juste avant, on a la finale. Oui, exactement. Et vraiment, il y a des gens du monde entier qui sont venus à Paris pour ces Jeux Olympiques. C'est aussi la beauté d'un tel événement. Alors au Club France, on ne va pas se le cacher, ce sont surtout des Français. Il y a quelques étrangers par-ci par-là. Et oui, les Jeux Olympiques touchent à leur fin. Il y a encore de beaux moments à vivre ce week-end, notamment avec cette finale de basket France-États-Unis. Mais on est allé avec Valentine Herba dans ce Club France, un peu partout, car c'est énorme en fait. Il y a dans la Grande Halle de la Villette, mais aussi à l'extérieur ici sur les pelouses. On est allé voir les gens, on leur a dit qui vous a le plus marqué. Vous allez voir, souvent c'est un certain Léon Marchand qui revient. Je vous propose de les écouter. C'est le combo qui a fait que j'ai cette médaille aujourd'hui. Tout ce public qui était présent du début à la fin. Énorme, franchement énorme. Pas le bon sonore, Clovis, mais on a aperçu Bilal Benama que vous avez pu interroger cet après-midi, lui qui a été médaillé d'argent hier soir en boxe chez les moins de 51 kilos. Oui, Bilal Benama est un des médaillés français, bien sûr, qui est venu ici au Club France. Bilal Benama qui était visiblement marqué physiquement, en tout cas, par son combat. Il a emporté en boxe la médaille d'argent seulement, mais il était très satisfait quand même. Je peux vous dire qu'il était un peu blessé à l'arcade et il m'a confié que la ferveur du public a véritablement aidé à cet événement, à cette médaille d'argent. Et puis je vous laisse voir, Benoît, si on peut écouter ces réactions de supporters qui nous parlent de la fin des Jeux. Je vous laisse reprendre la main. C'est le combo qui a fait que j'ai cette médaille aujourd'hui. Tout ce public qui était présent du début à la fin. Énorme, franchement énorme. J'en garde des bonnes émotions. Et surtout sur cette finale qui s'est jouée à Roland-Garros, au cours Philippe Chatrier. Un souvenir énorme que j'oublierai jamais. Voilà, Bilal Benama, médaillé d'argent en boxe chez les moins de 51 kilos. Si on peut écouter aussi également les supporters que vous avez interviewés cet après-midi, Clovis.
Apparemment, on me dit en régie qu'on ne l'a pas. Merci Clovis pour votre intervention depuis le Club France. Merci pour toutes vos interventions pendant la quinzaine olympique. C'est la fin pour vous. On a été ravis de vous avoir chaque soir. L'une des épreuves reines de ces Jeux, Sylvia Henry, celle qui incarne peut-être le plus l'olympisme, c'est le marathon. Le marathon, son histoire qui remonte à l'Antiquité, beaucoup de légendes autour de cette épreuve, mais l'histoire, elle a peut-être été déformée au fil des siècles, figurez-vous. Mathieu Boisseau. 42 km 195. Le marathon est devenu une épreuve mythique car il unit champions et inconnus dans la souffrance. Et parce que son origine elle-même est une légende. Il y a 2514 ans, l'histoire a commencé ici, en Grèce. Après une bataille contre les Perses, un soldat, Phidippides, aurait couru de la ville de Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire. Une quarantaine de kilomètres avant de mourir d'épuisement. Ce marathonien grec s'aventure régulièrement sur ses chemins, comme un pèlerinage. Ce parcours est le plus difficile que je connaisse, car il y a beaucoup de montées et de descentes. C'est le trajet historique, celui qu'a emprunté le soldat messager. L'existence de la bataille de Marathon sur ce site est connue grâce à des témoignages historiques. Mais l'exploit du messager est beaucoup plus incertain. Selon le seul récit de l'époque qui le mentionne, Phidippides n'aurait pas couru entre Marathon et Athènes, mais entre Athènes et Sparte. Pas pour annoncer la victoire, mais pour chercher de l'aide. 250 km à pied, invérifiable, comme les autres thèses apparues au fil des siècles. Mais qu'importe, l'essentiel est ailleurs pour les passionnés. La beauté du marathon que l'on court aujourd'hui est inspirée par ce que ce soldat a vécu. Se dépasser physiquement et mentalement. Même s'il célèbre un triomphe de la Grèce antique, le marathon n'est réellement couru pour la première fois qu'à la fin du 19e siècle. Une invention de deux Français. Pierre de Coubertin, lorsqu'il relance les Jeux Olympiques, et son ami linguiste Michel Bréal, fasciné par Phidippides. Voilà pourquoi la course intègre les premiers JO modernes en 1896. Départ de Marathon, arrivée à Athènes, dans ce stade, où les touristes s'imaginent désormais dans la foulée des héros d'autrefois. L'arrivée ici, ça doit faire quelque chose. Je pense que ça doit être... Moi, je suis incapable de le faire, mais je pense que ça va être bien. Est-ce que ça donne envie d'être un coureur, une coureuse? Une spectatrice. Ça suffira pour moi. Si vous aussi, les 42 km 195 vous font peur, sachez que le marathon n'a pas toujours été aussi long. Dans ce musée consacré à la course, c'est la découverte la plus étonnante, au milieu d'innombrables objets appartenant aux champions. La première distance, c'était 40 km, lors du premier marathon olympique. Ce n'est qu'aux Jeux de Londres en 1908 que le chiffre tant redouté et maintenant connu dans le monde entier apparaît. Parcours allongé, un caprice anglais. Il fallait offrir la meilleure vue à la famille royale. Et donc le départ a été donné depuis leur château de Windsor. Vous voyez la distance, 42 km 195. Le marathon est aujourd'hui plus en forme que jamais et signe de cet engouement populaire. Plus de 20 000 amateurs pourront courir le marathon de Paris 2024 pendant les JO. Pas en même temps que les coureurs professionnels, mais sur le même parcours, une première dans l'histoire olympique. Et oui, 8h départ du marathon homme demain et puis 21h le marathon pour tous. Aujourd'hui, pour sa carte blanche, Ludovic Defoucauld a été invité à goûter ce qu'on sert au stand du site de la Concorde, un site particulier, puisque pour la première fois dans l'histoire des Jeux, il propose une restauration 100% végétarienne. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur la plus belle avenue du monde parce qu'on a rendez-vous pour déjeuner, place de la Concorde. Alors ça vous a sans doute pas échappé, mais j'ai pas les accréditations, j'ai pas les papiers pour rentrer dans les sites olympiques, donc je peux pas me rendre là où on vend la nourriture, mais j'ai trouvé une astuce, vous allez voir. Et la voilà. Merci à Madéa de m'apporter mon déjeuner. À table. Alors Amar, qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui? La star de ces jeux. Ouais, c'est le hot dog. Le hot dog. Ouais, bah oui, parce que ça c'est quand même... Le hot dog. On a une ambition pour Paris 2024, c'est qu'au total, nous on a 13 millions de repas à servir pour les jeux.
Les Jeux olympiques et paralympiques. Les Jeux olympiques et paralympiques sur tous les sites, donc les sites de compétition comme la Concorde, mais également le village des athlètes où ils mangent jusqu'à 40 000 repas par jour. Pour contribuer à nos ambitions de réduction de l'empreinte carbone des Jeux, c'est de diviser par 2 l'empreinte carbone du repas. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est le végétal. C'est de réduire les protéines animales et mettre plus de fruits et légumes dans ces assiettes. Et donc, on a augmenté la carte végétarienne avec un site démonstrateur, la Concorde, qui est en 100% végétarien pour la première fois pour les spectateurs. On dirait un knackli. Bah ouais. Et ouais. On voit pas la différence. Ouais. On peut aussi manger, prendre le même plaisir avec un hot dog, mais en mode végétarien. Ouais. Moi aussi, j'y vais. Vas-y. Merci beaucoup, Ama, pour ce déjeuner. Merci. Allez, je vais aller récupérer mon vélo. Et justement, en parlant de vélo, ces Jeux olympiques qui incitent les gens à faire du vélo, à varier un petit peu leur alimentation, c'est pour montrer qu'on peut vivre un événement comme les Jeux olympiques en changeant un peu nos habitudes. Je vous dis pas à demain, mais à dimanche. Dimanche, Ludo. Allez, en kiosque, vous allez retrouver La Croix ce week-end et nos confrères qui sont également nos partenaires pendant toute la durée de ces Jeux reviennent sur les belles performances des sports collectifs français et puis un focus sur le breaking qui fait son apparition au jeu, mais c'est éphémère puisque c'est seulement pour Paris et à Los Angeles. Il n'y en aura pas de breaking. C'est à lire donc dans les colonnes de La Croix, nos confrères. Merci Sylvain Henry. On se retrouve dimanche pour l'édition spéciale de clôture, 20h, 21h ensemble. La dernière ensemble. Mais il y en aura d'autres après. Merci à vous. L'info se poursuit sur les antennes de France 24.